Bonjour, c'est Bernard. J'avais prévu de t'expliquer davantage sur les dissociations. Mais en fait, on va laisser tomber ça et je vais t'expliquer plutôt comment mettre en scène une dissociation. Et pour cela, je vais te demander d'être participant. Alors, et bien évidemment, s'il y a quelques moments que ce soit, tu te sens mal en écoutant ce qui va suivre, tu as le droit d'arrêter la vidéo et puis aller voir plus loin si ça t'intéresse ou pas. Car maintenant, je vais te montrer que tout le monde a en lui des dissociations et en particulier, il y en a une qu'on peut trouver chez chaque personne. En fait, ce que l'on déclare comme étant pathologique, eh bien, c'est aussi le lot de tout un chacun. C'est-à-dire que nul n'est plus pathologique qu'un autre. C'est simplement des activations ou des désactivations de certains schémas qui sont présents en chacun de nous. Alors, pour pouvoir induire chez toi la mise en avant d'une forme de dissociation, je vais simplement te demander de penser à un moment dans ta vie où tu as été la personne la plus extraordinaire qui soit à tes yeux. C'est-à-dire où tu as donné véritablement le meilleur de toi-même. Pense à un moment précis dans ta vie, où tu as été au-delà de tes espérances, que tu as été l'idéal de toi-même. Puis, quand tu auras trouvé cet instant, je vais te demander maintenant de trouver le moment où tu as été dans ce dont tu es le moins fier de ta vie, ce que tu voudrais pouvoir cacher à tout un chacun, ce que tu voudrais qui n'ait jamais existé parce que franchement, tu as honte de toi à ce moment-là. Et donc, tu vois, nous avons deux histoires, nous avons deux événements, un qui concerne, on pourrait dire, l'ange et l'autre qui concerne le démon que nous avons en nous-mêmes. Alors, nous allons évidemment tenter de mettre en scène l'ange et le démon. Juste le début de la mise en scène, c'est pas très important, puisqu'ils sont déjà là, il suffit simplement de les regarder. Pour cela, la méthode est relativement simple. Il s'agit de retrouver la scène dans laquelle tu étais l'ange. Et dans cette scène dans laquelle tu étais l'ange, imaginez simplement qu'elle a été filmée par quelqu'un. Et donc, que tu peux voir le film et te regarder dans cette scène. Et sitôt que tu peux voir le film et te regarder dans cette scène, tu peux effacer tout le contexte qu'il y a autour de cet ange qui est dans cette scène. Et sitôt que tu as fait ça, tu peux t'apercevoir que cet ange qui est dans cette scène, il vient se mettre dans l'espace autour de toi à un emplacement particulier. Moi, j'appelle ça la psychogéographie. C'est-à-dire qu'à un emplacement particulier, autour de toi, il y a cet ange qui est là. Et cet ange-là, il est à une certaine distance de toi, il est dans une certaine direction, il a une certaine luminosité, une certaine taille. Et voilà, simplement, notez ça. Bien, eh bien, de la même manière que tu viens de faire ça avec l'ange, tu vas reproduire la même opération avec le démon. Repense à la situation dans laquelle tu as été si, comment dirais-je, détestable pour toi-même. Et imagine que là aussi elle a été filmée. Ça risque peut-être d'être un peu plus difficile pour visualiser la scène comme si elle avait été filmée de l'extérieur. Mais fais ce petit effort de voir cette scène filmée de l'extérieur et de la même manière que nous avons procédé avec l'ange, fais la même chose avec celui qu'on appelle le démon. Et laisse-le apparaître en effaçant le contexte tout autour, en le voyant se déplacer, en le voyant s'activer. Et repère bien son emplacement dans l'espace autour de toi. À quelle distance de toi peux-tu poser cette image? Peux-tu la visualiser? De quelle taille est-elle? Quelle est sa luminosité? Dans quelle direction est-elle? Définis ou tente de définir le point précis où elle se trouve dans l'espace. Et une fois que c'est fait, tu peux
laisser cette image s'évanouir, repenser à l'image de l'ange. La repérer à nouveau dans l'espace autour de toi, puis la laisser s'évanouir à nouveau, et repérer à nouveau l'image du démon. La laisser s'évanouir à nouveau, et te rendre compte d'une chose, c'est qu'elles ne sont pas du tout au même emplacement dans l'espace. Si elles sont au même emplacement dans l'espace, alors envoie-moi un mail, écris-moi, envoie-moi un commentaire sur Facebook, mais ça serait assez extraordinaire. Donc elles ne sont pas au même emplacement dans l'espace. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est de faire apparaître l'ange et de voir s'il t'est possible maintenant de faire apparaître simultanément le démon. Peux-tu à la fois avoir à l'esprit, te représenter dans la même image, dans le même espace autour de toi? Est-ce que tu peux te représenter à la fois l'ange et le démon? Est-ce possible? Pour certains, ça l'est, pour d'autres, ça l'est pas. Pour certains, ils peuvent voir qu'une seule des deux images simultanément, et l'autre s'efface, puis ils vont se concentrer sur l'autre image, et la première va s'effacer. Ou bien, il est possible d'avoir les deux simultanément, mais comme si elles étaient dans des espaces différents, des espaces disjoints, qui ne communiquent pas et qui ne cohabitent pas. Pour certains, peut-être pour toi, c'est peut-être possible d'avoir les deux dans le même espace. Si c'est possible, c'est très bien. Bravo. La mise en scène de ta dissociation est terminée. Pour les autres, vous voyez que pour les autres, tu vois que si pour toi, tu n'es pas en mesure de faire cohabiter l'ange et le démon dans le même espace devant toi, alors il va y avoir tout un travail supplémentaire à faire pour mettre en scène cette dissociation, aller entrer en contact avec l'ange, entrer en contact avec le démon, pour quelque part les convaincre de venir tous les deux dans le même espace. Et c'est ça la mise en scène de la dissociation, c'est ça la mise en scène des personnages, ces personnages-là pouvant, là, ici nommés anges et démons, pouvant être remplacés par un personnage boulimique, un personnage anorexique, un personnage alcoolique, un personnage sobre, un personnage dépendant affectif et un personnage solitaire. Que sais-je encore? Toute polarité peut venir remplacer cet ange et ce démon. Et cette mise en scène permet de faire cohabiter, dans un premier temps, l'ange et le démon, les deux pôles d'un même axe quelque part, les deux pôles extrêmes d'une même personnalité, d'une même personne. Voilà, ça c'est pour le petit exercice de mise en scène de la dissociation. Qu'est-ce que tu peux retenir de tout ça? La première chose, c'est que si tu as fait l'expérience de la présence des deux personnages, ange et démon, dans le même espace, alors tu as dû te rendre compte que tu es dans un état bizarre, que c'est une sorte de transe. C'est une transe qui est uniquement créée par la dissociation, par la présence de la dissociation. Et plus on va interroger ensemble chacun des personnages, plus on va créer de mini-trans fractionnées pour obtenir les réponses. Et en fait, l'état va s'approfondir tout en restant à la fois conversationnel, mais en même temps, les deux personnages vont prendre un relief et une intensité de plus en plus grande. Alors, ce qui est à retenir là-dedans, c'est que cette dissociation, on commence par la faire apparaître, et puis dans un premier temps, on va l'amplifier. Pourquoi on va l'amplifier? D'abord parce que ça va approfondir l'état et permettre une meilleure communication avec chacun des personnages, mais surtout parce que on va créer comme ceci une sorte de tension entre les personnages qui nous sera utile par la suite pour pouvoir les rassembler. Et donc, la première expérience que tu peux faire ainsi, c'est de te rendre compte que tu n'es ni l'ange, ni le démon, et que tu peux les avoir à distance de toi, et que tu es autre chose, que ta personnalité est encore quelqu'un d'autre, et que toute identification à l'un et à l'autre n'est que provisoire, temporaire, et d'une certaine façon erronée.
Et donc ça ouvre un espace colossal de changement. À partir de là, tu peux développer une nouvelle image de toi, un nouveau projet de personnalité. Et c'est ce que je préconise de faire dans ce genre de travail, c'est que parallèlement à ce travail de mise en scène de la dissociation, puisqu'on va continuer la pièce de théâtre, c'est de faire travailler la personne, de te faire travailler sur la création d'un nouveau scénario de vie, la création d'un projet de vie, ou l'apparition d'un projet de vie, ou la mise en évidence d'un projet de vie, ou l'élaboration d'un projet de vie, ou la construction d'une nouvelle personnalité, dans laquelle nous ferons se réunir les tendances antagonistes que nous avons repérées ici, comme l'ange et le démon, mais ça aurait pu être, comme je disais tout à l'heure, la personne qui ne sait pas contrôler son poids et celle qui veut contrôler à tout prix, celle qui s'alcoolise de trop et celle qui voudrait être sobre, etc., etc. Celle qui est une acheteuse compulsive et celle qui voudrait économiser. Vous voyez, toutes ces tendances antagonistes peuvent se mettre en scène de cette façon-là. Et l'intérêt de procéder de cette manière-là, c'est que ça nous ouvre une opportunité de faire davantage que régler le problème. C'est-à-dire que le problème se règle de lui-même, non pas en réglant le problème, mais en permettant à la personne de construire un nouveau soi, dirait-on. Et ce qui est à noter aussi, c'est que si on regarde, pour faire le lien avec ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, si tu fais le lien avec ce que je disais à propos des stades de développement de Piaget, tu peux te rendre compte que très souvent, pas tout le temps, mais il est parfois fréquent que, par exemple, si c'est une tendance à pas pouvoir contrôler son poids et sa nourriture, son régime alimentaire, faire des crises de boulimie ou des crises d'alimentation un peu trop fortes, eh bien là, on va se trouver avec un type de personnage qui a les facultés cognitives de l'enfant de moins de 5 ans, de moins de 6 ans plutôt, c'est-à-dire le stade préopératoire. Et le personnage contrôlant, qui veut à tout prix imposer un régime, imposer une hygiène de vie, eh bien lui, il va plutôt se situer dans le stade préopératoire, c'est-à-dire l'enfant entre 6 et 12. Et c'est très intéressant de noter ça, parce que c'est aussi ce qui explique qu'il s'agit d'un dialogue de sourds. Parce que c'est comme si la personne reproduit l'antagonisme qui a pu exister au moment du passage des 6 ans, c'est-à-dire entre le grand et le petit. Et si le petit a été laissé pour compte et lésé dans l'histoire, eh ben, il va tenter, entre guillemets, de prendre sa revanche en imposant ses vues et en imposant son énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah si, une dernière chose, c'est que bien évidemment, la tierce personne, c'est-à-dire le soi, le toi qui est en train d'observer tout ça, eh bien tu es dans la position de l'adulte ou de l'ado adulte déjà, qui est capable de regarder et l'un et l'autre, et de les regarder sans s'identifier à l'un et sans s'identifier à l'autre. La problématique de l'adolescent très souvent, c'est que comme il rejette l'enfant sage quelque part, eh bien si ça s'est pas bien passé à l'âge de 6 ans, et qu'il y a une très forte attraction de l'enfant de moins de 5 ans, c'est que l'adolescent va avoir tendance à retomber dans le petit enfant au lieu d'évoluer vers la maturité. Voilà un peu tous les pièges qu'on peut rencontrer dans ce type de travail, mais tu vois que ça apporte énormément de matière, ça apporte énormément de pistes, ça apporte énormément de subtilité et d'intérêt dans le travail, car c'est chaque fois nouveau. C'est à la fois la découverte d'une personne, la découverte de tendances intrapsychiques, la découverte de comportements, c'est une découverte permanente, c'est une enquête. Et tout ça se fait dans cet état naviguant entre des mini-trans fractionnés et un état conversationnel. On reparlera de ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Allez, à très bientôt.